Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour cette 3e édition du Festival Imprimé. Ce matin, on vous a parlé d'extrême droite. Cet après-midi, on abordera des enjeux liés à l'écologie, à la protection des sources, à l'avenir du journalisme. Le sujet qu'on va aborder maintenant, c'est un sujet clé dans nos vies. C'est un sujet qui dit énormément de nous, de nos croyances, de nos valeurs, de nos rapports à l'autre. C'est peut-être finalement le sujet le plus central, mais aussi celui dont on parle le moins. Ce sujet, c'est la sexualité. Je suis Marine Slavic, journaliste chez Mediane, et au quotidien, mon travail, c'est de regarder ce que font les médias indépendants et plus particulièrement les médias engagés. Alors, je vois par exemple la revue féministe La Déferlante qui sort un numéro intitulé Baiser, qui vient également de sortir un ouvrage pour explorer la sexualité lesbienne. Je vois le studio de podcast Binge Audio, chez qui la journaliste Victoire Tualion anime l'émission Les couilles sur la table et propose une analyse politique du plaisir et du désir dans certaines émissions. Je vois aussi le média épistolaire La Disparition, qui, dans certaines lettres, laisse des journalistes et autrices raconter la disparition de l'odeur de leur violeur, la disparition de la honte autour de leur IVG aussi. Je crois que la sexualité raconte beaucoup de notre société, de la façon dont on raconte les femmes, le couple, la violence. Pourtant, quand on jette un œil aux médias traditionnels, la sexualité, on l'aborde toujours avec beaucoup de pudeur et beaucoup de timidité. Traditionnellement, on en parle pas mal l'été parce que c'est associé à l'hédonisme. C'est le moment où on va voir des corps, où tous les magazines vont sortir leur hors-série sur la sexualité. C'est un peu ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire un sujet qui va revenir vraiment tous les ans, un peu comme en septembre avec la rentrée des classes. Le reste du temps, quand on va parler de sexe dans les médias, ça va être soit sous le prisme des violences, des faits divers, quand il se passe un truc grave, et c'est aussi quand il y a une actu insolite. Et là, on va sortir nos meilleurs jeux de mots et on va tous être un petit peu gênés. Alors qu'en fait, quand on regarde, le sexe est partout. On le voit dans le divertissement, on le voit dans les rayons des librairies, on le voit dans la publicité, on le voit sur les réseaux sociaux. En tout cas, je crois qu'il y a un besoin et une demande d'information sur ce sujet, surtout avec tous les enjeux liés au consentement, au féminisme, aux questions LGBTQIA+, qu'on va voir pas mal en ce moment dans les médias. Enfin bref, je pense que c'est un sujet d'actualité. Souvent, c'est les personnalités qui sont présentes sur les réseaux sociaux qui vont informer, donner des ressources et puis trouver des témoignages à ce sujet. Donc, pour comprendre à quoi est due cette relation un peu bizarre, un peu distante entre les médias et la sexualité, et pour voir comment on peut faire demain aussi pour informer sur ces sujets, je suis très heureuse de recevoir 2 journalistes qui font ce travail d'information quotidien sur ces enjeux. On devait être 4 aujourd'hui, Myriam Attia pourra finalement pas se joindre à nous. En tout cas, à côté de moi, Anaïs Carayon. Anaïs, tu es directrice de la rédaction d'Urbania France. À la base, Urbania, c'est un média. À la base, Urbania, c'est un média qui a été lancé au Canada en 2003, qui est arrivé en France 2004, ouais. 2004, ouais. 2003, non, c'est toi qui as raison. 2003, ouais. Qui est arrivé en France en 2020, si je me trompe pas. C'est ça, et moi, j'y suis depuis octobre 2022. Ok. Ah. En tout cas, Urbania France, c'est un média qui est très incarné, qui s'adresse plutôt aux jeunes, qui est drôle et sérieux. Vous parlez de féminisme, de lifestyle, d'art, des relations humaines, d'identité, puis aussi de sexualité, forcément. Tout à fait. Et également avec nous aujourd'hui, Stéphanie Estourné. Bonjour. Stéphanie, tu es journaliste indépendante, spécialiste des sujets liés à la sexualité et à la représentation des corps. Tu as ta propre newsletter sur la plateforme Kessel, c'est Sextra. Dans laquelle tu décortiques donc tous ces sujets. Et tu as également coécrit avec l'essayiste féministe Olympe de G Jouir est un sport de combat et Sex Talk. Et on aura justement, Pénélope vous a dit, un temps d'échange autour de ce dernier livre tout à l'heure, juste après cette table ronde. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Merci. On va peut-être ouvrir cette conférence avec une question un peu état des lieux. Comment vous définiriez, vous, le rapport actuel entre les médias mainstream et les sujets liés à la sexualité? Quels sont vos constats là-dessus? Alors moi, déjà, un constat que je me fais, c'est que ça n'a pas énormément, en tout cas en ce qui concerne les médias mainstream, c'est que finalement, ça n'a pas beaucoup évolué depuis mon adolescence. On en parlait tout à l'heure, mais moi, j'ai été ado dans les années 90 et je me rappelle d'être confronté à des questions de sexualité que je trouvais dans leur traitement extrêmement déjà hétéronormatives et violentes entre par exemple Duck et Diffoul. Alors j'étais vraiment jeune, mais c'est vrai que, alors je sais que ça a été très important pour pas mal de gens. Moi, c'est vrai que quand j'ai écouté ça, je trouvais ça très misogyne.
et avec des injonctions au cul assez... je ne sais pas si je dirais violente, mais un peu une forme de violence. Et je me suis rappelé d'un trauma dans un magazine que j'avais lu dans les années 90, et je ne sais plus lequel malheureusement, mais je devais avoir 12-13 ans au moment où on s'éveille un peu à la sexualité, avec beaucoup de pudeur et de malaise quand on est une jeune fille dans les années 90. Et c'était des garçons de 16-17 ans qui parlaient de cul, comme une sorte de table ronde. Et je me rappelle de ce souvenir vraiment d'un traumatisme. C'était donner la parole. Je pense qu'eux-mêmes jouaient un rôle, évidemment, que ce n'est pas forcément cette sexualité-là qui existait partout. Mais je trouvais ça fou qu'un média donne cette parole-là, parce que c'était vraiment, on prend les meufs, on les baise, enfin vraiment une violence dans le traitement. Et un mois après, ou la semaine d'après, je ne sais plus, ils avaient fait la même chose, table ronde avec des filles. Et c'était une sexualité très pudique, toute douce, de vouloir tomber amoureuse. Et vraiment, la différence était hyper cruelle. Et c'est vrai que moi, d'avoir lu ce que pensaient les mecs à cette époque-là, c'était vraiment rentrer dans la psyché des mecs et de me dire, mais je ne veux jamais coucher avec un homme. Ce que j'ai fait par la suite, mais c'était vraiment... Et je trouve que c'était un peu ça le discours dominant. Par ailleurs, il y avait... du hardisson où c'était tout de suite des trucs sur le libertinage, sur le BDSM, où c'était des gens qui témoignaient floutés ou avec enfin on les voyait pas, où la voix était truquée, comme si le sexe, tout ce truc-là, c'était quelque chose d'interdit, que des kinks. Voilà, il n'y avait pas de place pour une sexualité... je n'ai pas du tout envie de dire normale, mais en tout cas, déjà, justement, c'était une sexualité très normale qui paraissait violente et interdite. Aucune place pour la sexualité homosexuelle. Et puis, un rôle ultra hétéronormé, des filles gentilles et des garçons conquérants. Et je trouve que ça n'a pas forcément changé énormément dans les médias mainstream, même s'il y a pléthore de discours qui ont fort heureusement pu éclore à plein d'endroits différents. Et juste pour comparer, parce que j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis au début des années 2000, et c'est vrai que j'ai découvert là-bas un discours dans les médias mainstream, par exemple le Village Voice, qui était un gratuit, qui était distribué à l'époque à des centaines de milliers d'exemplaires, et il y avait un chroniqueur homosexuel qui s'appelait Dan Savage, qui écrivait sur le cul, et qui était ultra marrant, avec un humour très camp, l'humour camp étant un humour gay, et qui donnait des conseils de sexualité, notamment à des hétéros, parce que c'était la majeure partie des lecteurs qui posaient des questions sur leur sexualité. Et là, j'ai découvert une façon de parler de cul complètement différente, beaucoup plus ouverte, avec aussi un discours queer, quoi. Pareil avec Vice. Vraiment, je trouve qu'il y avait une différence énorme entre le traitement médiatique dans les médias français et dans les médias anglo-saxons. Je pense que c'est toujours le cas, mais voilà. Bon, j'ai fait un long monologue. Mais moi, je fais le même constat qu'Anaïs, avec peut-être des repères un peu différents. On est toujours dans des rubriques sexo. Alors moi, le terme sexo, il me gêne. Je ne sais pas trop ce qu'on met derrière ça. C'est une espèce de petit mot comme ça, tout mignon, sexo. Et les questions de sexualité, elles peuvent être... On peut se marrer sur le sexe. Moi, je travaille sur le sexe, sur les sexualités et la vie affective, la représentation des corps toute la journée, ou à peu près. Et je ne fais pas que m'emmerder. Des fois, je rigole. Mais en tout cas, le terme sexo, il donne une espèce d'idée que on va effleurer quelque chose, on va rester en surface. En tout cas, tout ça n'est pas très sérieux. On reste dans les magazines, particulièrement dans les magazines féminins, mais pas seulement dans les magazines féminins. On reste sur des sujets qui sont finalement très peu approfondis. Les rédactions, très clairement, ne veulent pas y aller. C'est-à-dire que c'est des sujets qui continuent d'être des sujets à clic. Ça, très clairement. Moi, j'ai des veilles sur les sujets de sexualité. Donc, tous les jours, je reçois mes flots de veille. Et il y a quelque chose... vraiment, on reste sur des sujets qui sont des sujets à clic. C'est 4 façons de lui faire plaisir. Ça reste, c'est tous les jours. Lui faire plaisir à son Jules, oui, pas à la oui, femme. oui, pas la femme. Je précise pas.
Et donc, il y a une plus grosse prise de parole qui vient, je pense, des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de boucle, une boucle positive qui s'est mise en place grâce aux réseaux, grâce aux différents comptes sex positifs qui existent sur les réseaux et qui ont permis d'insuffler au sein du monde journalistique disons, une prise en compte de ces sujets-là. Mais il reste vrai que ça fait peur. Ça continue de faire peur de parler de sexualité. Moi, je le vois très clairement. En tant que journaliste, je ne parle pas que de sexe, je parle de culture aussi. C'est difficile d'aller chercher du travail quand on parle de sexualité par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas super confiance quand vous parlez de sexualité. Vous êtes quand même un petit peu fric sur les bords et on ne sait pas trop ce que vous allez pouvoir faire sur des sujets sérieux. Ouais, et juste pour appuyer ce que tu dis, dans les 10 plus grands sites français, donc de Ouest France, enfin les sites avec le plus gros trafic, il n'y en a aucun qui a un onglet sexo, alors qu'il y a des onglets PSG, automobile, aucun. Ça n'empêche pas que dans Le Monde, effectivement, Maya Mazoret écrive depuis 2015, ou Agnès Jarre dans Libé depuis 2007, mais c'est vrai que c'est quand même tout à fait quelque chose qui n'est pas considéré comme aussi important que l'automobile. Ouais. Alors, et si on entre justement dans comment est incarnée la sexualité dans le journalisme à l'heure actuelle, c'est-à-dire les têtes de proue du journalisme sur les sexualités, type Maya Mazoret, et loin de moi l'idée de critiquer de Maya, évidemment, hein, c'est évidemment, elle fait un travail formidable, et Agnès Jarre aussi depuis très longtemps, et elles sont quelques-unes à le faire. Mais il y a un besoin, et ça rejoint ce que j'ai abordé juste avant, il y a un besoin de confiance, il y a un besoin d'incarner et que ce soit sérieux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, s'il y a des journalistes, eux, ou pas d'ailleurs, parmi vous, qui veulent faire du journalisme spécialisé sur la sexualité, d'abord je vous le déconseille, et ensuite il va falloir vraiment faire un gros boulot pour aller séduire les rédactions, pour les rassurer et pour donner des gages. Pardon, juste parce que moi, avant de faire Urbania, j'étais la fondatrice du magazine Brain, qui était un magazine complètement indépendant et très libre. On parlait de plein de sujets, aussi bien de culture web, de politique, avec un fond assez drôle et aussi sérieux sur la pop culture, etc. Et en 2015, on avait lancé, ou 2016, je ne sais plus, une rubrique qui s'appelait La Page Q, qui était du coup un onglet, on en avait plusieurs au sein, on avait reportage, interview, etc. Et La Page Q, je l'avais lancée avec Ovidie, qui était partie de Métro, parce qu'elle en avait marre. Donc il écrivait des articles très sérieux, une fois par semaine. Et Stéphanie a bossé pour cette rubrique d'ailleurs. Et donc on parlait à la fois de sexe de façon très sérieuse, avec effectivement tout ce que ça... Parce que le cul est politique aussi, le cul est plein de choses, en fait, c'est central dans nos vies, le cul est pop, le cul est plein de choses. Et on faisait aussi des blagues plus ou moins bonnes, hein, je ne sais pas. mais il se trouve qu'on avait quand même été, alors que c'était mon site internet. Évidemment, quand on fait un site internet, pour gagner de l'argent, il faut faire de la pub. Et pour vous donner un exemple de comment c'est difficile de parler de cul de manière générale, c'est qu'on avait été bloqué par Google, qui avait Google Ads. Alors c'était un tout petit pourcentage de nos revenus, mais qui avait carrément bloqué le site de l'afflux publicitaire qu'on pouvait recevoir parce qu'on parlait de cul, parce qu'il y avait le mot cul dedans. Parce que justement, ça s'appelait Q et pas sexo. C'était 2 000 € par mois, mais c'est quand même un truc qui veut dire beaucoup, quoi. C'est vrai que voilà, on essayait de le faire intelligemment et de façon pas trash, et justement de proposer plusieurs points de vue qui ne soient pas hétérocentrés. Il y a des lesbiennes, des gays, etc., qui s'exprimaient sur cette page. Et voilà, on a été punis, comme punis à l'école. On avait reçu un mauvais point, quoi.
c'était assez traumatisant. Stéphanie, tu disais, moi je vous déconseille aux journalistes de vous orienter vers les sujets liés à la sexualité et tout ça. On commence quand même à voir de plus en plus de médias mainstream. Je pense au Monde, je pense à Libé, peut-être à l'Obs aussi, je sais pas, qui commencent à avoir des rubriques intimité, où là on va parler à la fois de sexualité, mais aussi d'amour, de plein de choses. On englobe plein de choses dans cette thématique. Mais j'ai l'impression que les médias s'y intéressent plus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, par exemple, je sais pas, MeToo a pu changer la donne à ce sujet? Alors, les médias s'y intéressent plus, ça c'est certain. Je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est Libé, parce que j'étais 15 ans à Libé. Et Quentin Girard, qui a longtemps traité tout ce qui était sur la sexualité, maintenant est en charge des pages intimité. Maintenant, comment ça se passe? Il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, on ne peut pas payer. Enfin, en tout cas, on va budgéter. Et quand on va budgéter, on va choisir ses sujets. Et le cul, ce n'est pas un sujet. Voilà. Donc, on va faire en interne beaucoup. Et on ne va pas faire appel à des gens qui sont spécialisés. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Mais c'est vrai que moi, je considère toujours que la sexualité, c'est quelque chose de très important. Mais donc Urbania, qui est un média essentiellement sur les réseaux sociaux, mais si on a un site internet, au début où je suis arrivée, très naturellement, j'avais envie qu'on parle de sexualité. Et il se trouve que sur les réseaux, alors je ne sais pas si je déborde, c'est une question que tu as après, c'est même sur les réseaux sociaux en fait, enfin surtout sur les réseaux sociaux, quelque part heureusement que les médias de type Le Monde se sont emparés de ces sujets, parce que finalement il y a une plus grande liberté sur des sites type Le Monde que sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement prudes. TikTok c'est un cauchemar, Instagram aussi. C'est-à-dire que si on fait un sujet sur la sexualité, par exemple, on avait interviewé une domina, on était allé dans un festival un peu de sexe, voilà, rien de très grave. Et c'est vrai que sur les réseaux, on se fait shadowban. En fait, si on parle de sexualité, on est encore une fois puni par Meta. C'est-à-dire que on constate systématiquement, d'ailleurs, le mot sexe aujourd'hui sur les réseaux, on ne l'écrit plus sexe, on l'écrit avec une petite astérix qui remplace le E. C'est quand même fou. Enfin, je veux dire, alors qu'on en parle dans notre vie quotidienne quand même assez souvent. Enfin, d'ailleurs, malheureusement pas tant que ça, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous touche plus ou moins tous. Et donc voilà. Donc si on diffuse une vidéo qui parle de sexualité, on est puni par Meta, c'est-à-dire pendant 2, 3, 4 jours, une semaine des fois, on constate que nos vidéos d'après ou les posts d'après sont quasiment pas visibles. Donc, et ça, sur TikTok, c'est encore pire, alors que par ailleurs, on a librement accès à du contenu complotiste, raciste, ou toutes sortes de choses. Mais par contre, le cul, c'est puni, quoi. Pour poursuivre cette discussion justement à propos des réseaux sociaux, on connaît tous et toutes un compte Instagram qui va parler de sexualité. On pense à Jouissance Club, T'as joui, Orgasme et moi. Ça va être surtout des comptes tenus par des personnalités militantes, par des activistes féministes, aussi par des sages-femmes, par des gynécologues. C'est quoi votre regard à vous sur leur contribution sur ce sujet? Est-ce que c'est un souci en fait que ces sujets soient surtout abordés par des personnalités non journalistiques en fait? Et c'est quoi la plus-value journalistique là-dedans? Juste là, par exemple, typiquement dans les quelques comptes que tu as cités T'as joui, qui est quand même une personnalité extrêmement problématique, qui s'appelle Dora Muto et qui a écrit un torchon transphobe. Pardon, je dis tout ce qui m'était passé par la tête. Tu as bien fait. Non, mais c'est bien intéressant. Nous, il faut qu'on le dise, ça. Parce que, en l'occurrence, oui, effectivement, pendant longtemps, c'était considéré comme un espace féministe pour parler de sexualité, tenu par une femme féministe qui s'intéressait au plaisir féminin notamment, ce qui est assez peu, finalement, enfin, de plus en plus, mais... ouais, et il se trouve que cette fille-là, donc, a vrillé, très amie avec l'extrême droite aujourd'hui, encensée par Marion Maréchal Le Pen parce qu'elle est devenue transphobe et qu'elle a sorti un bouquin qui s'appelle Transmania, qui a l'air horrible. J'ai juste vu des extraits, mais très, très, très problématique. Donc, en fait, ce qui est soulevé là, c'est que c'est vrai que c'est des gens qui prennent la parole. Il y en a plein qui sont absolument super et nécessaires.
Mais il y en a d'autres, parce qu'effectivement, tu ne sais pas ce que tu écoutes, tu ne sais pas qui est derrière un compte. Donc, est-ce que tu es en droit de donner des conseils sexos? Pardon, je dis mais bon, voilà, c'est aussi des ados qui suivent religieusement ces comptes-là. Et pour certains, peuvent être problématiques. Mais c'était vraiment un exemple, mais je voulais juste répondre parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup d'exemples qui sont effectivement très chouettes et qui donnent une parole absolument nécessaire aujourd'hui, beaucoup plus moderne que les médias traditionnels. Et voilà, c'était le contre-exemple que je voulais... Ouais. Oui. Alors, moi, il me semble important, justement, on a accès à une pluralité. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux, voilà, il y a un peu de tout, mais je pense que sur les réseaux, dans les comptes que tu as cités, effectivement, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très, 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 très bons, enfin, je veux dire, en dehors de leur audience, qui sont vraiment, qui amènent beaucoup de bien, qui amènent beaucoup d'informations, etc., qui sont très, très, comment dire, très documentés. Il y a un travail sérieux qui est fait. Il reste cependant important, pour le coup, sur les sexualités, mais comme pour le reste, il me paraît important que le travail journalistique, alors je défends ma chapelle, hein, pardon, mais que le travail journalistique soit, comment dire, fasse partie du paysage. Alors pourquoi? Parce que quand on poste, pour le coup, on est nombreux à le faire, quand on poste sur les réseaux et notamment sur Insta, enfin voilà, Insta, TikTok, c'est du temps rapide, c'est de l'information qui doit être faite rapidement, qui doit être produite rapidement, souvent, enfin c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. L'un des derniers sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'est IA et pornographie. J'ai travaillé 3 semaines. Voilà. Et là, il y a le travail journalistique, c'est celui-là, c'est un travail de fond, c'est un travail où on va poser des questions, on va interroger des gens, on va laisser tomber des pistes, on va creuser avec ses petites pattes l'internet, se déplacer, aller au contact. Et ça, c'est un travail journalistique qui me paraît aussi important. Donc les deux sont nécessaires en fait pour qu'il y ait plus d'informations et qu'on touche le plus de monde possible. Je disais qu'il y a 90% des 15-18 qui s'informaient sur les réseaux, ce qui est forcément, enfin je veux dire, ils ont très très peu, on a eu très 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 peu d'heures d'éducation sexuelle. Ça va changer en septembre puisque maintenant, il va y avoir des cours d'éducation sexuelle qui ont l'air vraiment chouettes, reste à savoir s'ils vont vraiment être mis en place, et qui vont accompagner les gamins de la 4e à la terminale avec ça a l'air très prometteur. Pour une fois, c'est pas juste de l'éducation pour vous apprendre à mettre un préservatif ou avoir un avortement en gros plan, mais ça a l'air d'être vraiment chouette. Je pense que c'est extrêmement nécessaire quand on voit, par exemple, que les IST ont explosé. Il y a un sondage qui est sorti, un rapport qui est sorti en mars 2024 chez les jeunes. Par exemple, la syphilis, ça a augmenté de 34% depuis ces dernières années. La gonorrhée de 46%, la chlamydia de 16%. Donc c'est fou, quoi. Je pense que c'est aussi je lisais aussi, j'ai des chiffres, que 15% des parents parlaient de sexualité avec leurs enfants. Pour autre chose que attention, protège-toi, fais gaffe aux garçons. Donc c'est quand même extrêmement peu. Donc en fait, qui prend le relais si l'école n'est pas capable, jusqu'à présent en tout cas, l'école n'est pas capable de parler de sexualité. Les parents, je les blâme pas, mais ont du mal à parler de ça avec leurs enfants. Donc effectivement, où les gamins s'informent, malheureusement, beaucoup dans le porno. Et le reste, dans les médias tradis qui vont dire comment faire plaisir à votre Jules, restent les réseaux sociaux qui du coup sont effectivement hyper importants et qui ont un rôle primordial aujourd'hui. Et c'est vraiment chouette que ça existe, que ça ait pris le relais, quoi. Tu as cité pas mal de chiffres, je voulais en donner un aussi. Mmh. J'avais vu dans une newsletter de la revue féministe La Déferlante, du coup, dont on parlait plus tôt, que d'après un sondage publié en 2017, 63% des jeunes femmes disent avoir déjà vécu du harcèlement ou des comportements sexistes. Et le collectif Nous Toutes a établi qu'une jeune femme sur 6 commençait sa vie sexuelle par un rapport non consenti. Donc les jeunes filles ne vont pas bien. Face à ça, les médias, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer sur le fait de
de raconter, d'expliquer, de traiter sérieusement ces sujets, en fait, quel récit, très concrètement, est-ce qu'on a besoin de faire émerger? Est-ce que le fait d'aborder la sexualité comme un sujet sérieux, justement, ça peut contribuer à changer nos représentations là-dessus? Et enfin, est-ce que c'est un peu utopique de penser que... Je pense qu'évidemment, cette parole-là, tu parlais de MeToo, et qu'effectivement, je pense qu'au moment de MeToo, les médias se sont dit il faut parler de sexe, que ça a vachement été de l'ordre de parler de consentement, de violence sexuelle, ce qui est extrêmement important, effectivement. Après, il y a tout un pan dont on devrait aussi parler. Quand on voit que le rapport moyen hétérosexuel, c'est 5 minutes 40, je veux dire, c'est très très court. Oui, mais on veut. Enfin, en fait, il y a ce truc de ne pas aller dans les sujets. Sur tout ce qui est sexualité, on a du mal. En fait, on a toujours peur de choquer. De choquer parce qu'on va aller justement dans des sujets. Il faut soit que ce soit hyper au niveau de la société, au niveau de l'éducation, mais vraiment d'une manière très très large. On a du mal à dire des choses très très concrètes aux gens. Je voulais juste illustrer avec un exemple. C'est moi, je fais de l'éducation à la sexualité au sein des établissements de collège et lycée. Pour l'instant, et ça fait un petit moment que je le fais, en collège, il n'y a pas une classe. Je demande toujours, quand je suis en non-mixité avec des garçons, donc je prends les garçons seuls, je leur demande si... Je leur parle des parties génitales des femmes, et je leur demande s'ils savent ce qu'est le clitoris. Je n'ai eu aucune classe où les garçons savaient ce qu'était le clitoris. Savaient ou savaient le positionner? Non, savaient. Ils n'avaient jamais entendu le mot. Pour l'instant, j'ai eu aucune... À quel âge? Donc 4e et 3e. Okay. Voilà. Ouais. Éducation. Bon voilà, on a fini. Non mais c'est effectivement, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le harcèlement, le consentement et tout ça. Après, c'est des choses qui sont, pour moi, c'est des violences sexuelles. C'est pas de la sexualité en fait. C'est vrai qu'on met un peu tout ça dans le même sac, mais que ça devrait être deux choses différentes. C'est limite ça devrait être autre chose quoi. C'est de l'éducation. Non mais oui. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de médias qui sont vachement focalisés sur ces trucs-là. Et qui, du coup, oublient complètement de parler de plaisir, de parler de tout ce qu'on peut faire dans une sexualité libre, épanouie, et justement aussi de changer un peu les rôles, de se dire l'homme n'est pas tenu d'être comme ça et la femme... Oui, mais je reviens sur ce que tu disais en intro, justement, et par rapport à ce que vient de dire Anaïs, c'est qu'on voit que justement le sujet du plaisir en général, il est traité. Il est traité à quel moment? Au mois de juin, pour être lu au mois de juillet. Voilà, c'est les Inrocks qui font un numéro spécial. C'est en cascade, on va avoir un certain nombre d'articles à droite et à gauche sur le plaisir. Mais finalement, c'est une espèce de petits sujets de rien de l'été. Tiens, on part en vacances, je prends les Inrocks du cul, et c'est pas sérieux. Le plaisir n'est pas sérieux. Si, je crois le plaisir est hyper sérieux en fait. Voilà. Non, je voyais ça plutôt dans le sens, est-ce que le jour où justement les médias vont s'intéresser à la sexualité comme un sujet sérieux, est-ce que ça pourra contribuer aussi à faire changer nos représentations, à faire évoluer la société finalement sur ces sujets aussi, tu vois? Je pense que ça le fait déjà. C'est vrai que je pense que depuis MeToo, on est nombreuses et nombreux à avoir compris qu'il y avait des choses qui se passaient dans nos sexualités qui n'étaient pas bien normales. Enfin, du coup, pas dans nos sexualités, dans nos sociétés. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je suis pas sûre que ça ait vachement évolué, qu'il y ait moins de violences sexuelles depuis MeToo. Il y a plus de paroles, mais je suis pas sûre qu'il y ait il y a plus de paroles. Qu'est-ce que j'ai vu hier, que ça a baissé, que les féminicides ont baissé l'an passé, mais qu'on peut pas, pour l'instant, on peut pas du tout considérer que c'était une tendance. C'est marrant parce qu'on parle un peu de tout ça comme si c'était un pot pourri, de se dire, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour reparler du traitement médiatique dans les médias mainstream, c'est vrai qu'il reste profondément sexiste. Et que du coup, nos rapports au sexe l'est forcément. Je pense qu'encore aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui grandissent
avec cette vision que l'homme est conquérant et la femme soumise, quoi. Ça, c'est fou. Enfin, je pense que ça change parce que justement, il existe des comptes féministes qui parlent de sexualité un peu différente, mais encore faut-il pouvoir tomber dessus. Et que finalement, la société n'a pas tant changé de ça sur ces questions de sexualité, de rapport au genre. Et Anaïs, très concrètement, chez Urbania, comment on aborde les sujets liés à la sexualité ? C'est quoi les angles ? Comment on va traiter ça ? Eh ben, en fait, on s'auto-censure pas mal. Malheureusement, je pense que moi, justement, comme avant, Brain, c'était mon média, j'étais beaucoup plus libre et je fonçais tête baissée en me disant si on est censuré, c'est pas grave, c'est mon média. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être salariée dans un média très chouette qui est Urbania, mais où je dois aussi rendre des comptes et je peux pas diffuser tout et n'importe quoi au risque d'être censuré, voire des comptes sont régulièrement complètement supprimés sur Insta, quoi. Et du coup, on se censure. Franchement, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que au risque, enfin que c'est trop compliqué, quoi. Que tu vois, par exemple, Maya Mazoret, j'ai écouté une conférence d'elle récemment. Et bon, elle a de la chance de bosser pour Le Monde où il y a des équipes de modération. Des modérations, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les commentaires sont supprimés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où, voilà, où c'est une audience un peu plus âgée, et un peu plus réac, on va dire. Et elle a des équipes de modérateurs parce que c'est des flots d'insultes en permanence, parce qu'elle ose parler de sexe de façon quand même assez intellectuelle et bienveillante et maligne, etc. Donc en fait, c'est hyper compliqué de parler de sexe. Et moi, c'est vrai que je m'abstiens un tout petit peu, quoi. Et c'est un peu dommage, peut-être. Mais Stéphanie, je voulais réagir. Oui, moi aussi, très clairement, je me censure. Ça, c'est vraiment... Dans ta newsletter, dans les articles que tu proposes pas dans ma newsletter. Dans ma newsletter, c'est pour ça que je l'ai créé, d'ailleurs. C'est que c'est le seul endroit où je peux... voilà, je suis chez moi. Mais le nombre de tweets et le nombre de posts Insta que j'ai écrits et que je n'ai pas postés, c'est assez fou. C'est-à-dire, on se dit non, mais là, déjà, je vais me faire shadowban, je vais me faire censurer. Et puis, si je me fais pas censurer, je vais me faire tracher. Et puis bon, non, tant pis, je laisse tomber. Et il y a une autocensure, ça c'est certain. Il y a, quand on veut, sur certains sujets, sur des coups de gueule, il y a aussi une envie, on se dit, bon, je veux vulgariser. Et est-ce qu'il y a des sujets complexes? Tout ce qui est sujet complexe sur les réseaux, c'est compliqué d'y aller. Donc, là, c'est une autocensure pour le coup qui a peut-être du sens. C'est-à-dire que on se dit, ouais, c'est pas là qu'il faut faire ça. C'est pas à cet endroit-là qu'il faut que je parle d'un sujet aussi compliqué. Il vaut mieux que je me le remette dans ma bannette et que je le sorte ailleurs. Bon, mais je veux dire, globalement, il y a une autocensure, c'est certain. Et c'est marrant parce que ça, je trouve que ça a vachement changé, finalement, pas bien. Au milieu des années 2010, justement, il y avait beaucoup plus de liberté. Alors, c'était les tétons de femmes qui étaient évidemment censurés sur Facebook. Mais je trouve que c'était plus facile de parler de sexualité à ce moment-là, où Internet était plus libre, en fait. Et alors que ça devrait pas être dans ce sens-là, quoi. Mais c'est de pire en pire, en fait. Oui, ça se resserre. On se sent plus à l'étroit. Mais ça, je dis ça sans vouloir être négative, malheureusement, c'est vraiment un constat. Ouais. Je suis pas en train de dire tout fout le camp. Je suis vraiment en train de dire que c'est de plus en plus difficile de parler de sexualité. Et heureusement que des gens y arrivent, comme Tajoui. Mais parce que je pense que justement, quand tu parles de newsletter, c'est un espace de liberté absolue, puisque il est pas lié au... Bon, ceci dit, Google peut des fois censurer des mots quand c'est dans le titre du mail, mais c'est un espace qui appartient à personne. Ouais, alors même dans le mail, il y a la censure, effectivement. Apparemment, moi, je sais que ma newsletter, elle se retrouve régulièrement dans les spams, d'une part, et d'autre part, quand on fait une newsletter dans sa chambre, comme ça, tout seul, dans son bureau, il faut la mettre un petit peu en avant. Faut qu'il y ait des gens qui la lisent, quoi, c'est mieux. Et pour ça, on va faire une promo sur les réseaux.
Sauf que sur les réseaux, il faut écrire sexualité. Voilà, on peut pas écrire sexualité parce qu'on va se faire tracher. On peut pas écrire orgasme, on peut pas écrire clitoris, on peut pas écrire, etc. Tous les mots qui sont autour en fait des sexualités. Moi, je travaille beaucoup sur le porno, par exemple. Je peux pas écrire porno sur les réseaux parce que je sais que boum, je sors. Donc, je peux écrire ma newsletter, mais je suis pas sûre qu'elle sera lue. Ouais, et puis pareil, alors du coup, ça n'a rien à voir avec la sexualité, je le précise bien, mais le mot viol peut pas être écrit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle de... On m'entend pas bien ? Ah non. Quand on parle de Depardieu ou de Coé ou de ce genre d'agresseurs sexuels, eh bien, on ne peut pas écrire le mot viol, il faut mettre un petit astérix, sinon on est censuré. C'est quand même fou. Pour rester un petit peu dans cette thématique, est-ce que pour rendre un sujet acceptable, ça passe aussi par le ton, par la manière dont on va en parler justement ? Enfin, comment vous traitez cette ligne, par exemple, à Urbania ? Comment on fait en fait pour rester à la fois sérieux et léger ? Est-ce que ça rentre en jeu dans les réflexions que vous avez ? Écoute, c'est vraiment pour le coup, je te dis, on traite de moins en moins de sexualité. Ouais. Et effectivement, quand on le faisait ou quand on le fait, on essaie d'avoir de l'humour derrière tout ça, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est plus toi qui pourrais répondre. Ouais, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis hyper sérieuse comme meuf, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je fais vraiment des articles très... comme, je sais pas, si j'écris en société ou si j'écris en culture, je vais faire, voilà, je vais faire une enquête, je vais faire parler, je vais aller interviewer quelqu'un, etc. Enfin, j'ai un traitement strictement journaliste à l'ancienne. Oui. Alors après, moi, je peux parler de ce que je faisais avec Brain et qu'effectivement, il y avait vraiment, on essayait d'avoir une pluralité de points de vue, des choses très sérieuses à la Ovidie qui abordaient des sujets sous un prisme sociétal, de sexualité sous un prisme sociétal, hyper recherché, etc. Et des trucs drôles, parce que le sexe doit aussi être drôle et joyeux et que malheureusement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque vachement. Je pense que c'est pas, on doit pas le faire que de façon drôle, mais je trouve que il manque un peu des espaces justement qui mélangent toutes ces façons de voir la sexualité, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, à la fois sous le prisme de la pop culture, de la société et des choses rigolotes, parce que le sexe c'est aussi drôle, quoi. Enfin drôle, en tout cas divertissant, quoi. J'ai l'impression aussi de voir passer pas mal de formats de témoignages sur les sujets liés à la sexualité, des formats où on va être face caméra, genre je raconte mon histoire. C'est des choses qu'on va retrouver surtout chez Brut, chez Combini, des médias vraiment plutôt présents sur les médias sociaux à nouveau. Pourquoi ? Est-ce qu'on doit forcément partir d'un rapport intime, individuel pour parler d'universel ? Comment ça se fait que tout passe par le témoignage ? Pour moi, il y a une question d'époque déjà d'incarner les sujets, d'une part, particulièrement sur les sujets de l'intime. Et puis il y a peut-être aussi un courage, en tout cas de parler justement face caméra. Moi, l'interview et le verbatim, donc le fait de faire parler les gens à la première personne, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Justement pour avoir la parole la plus, pour transmettre au plus près de la parole de la personne. Ça, c'est quelque chose peut-être qui me semble d'autant plus important en ce qui concerne ces sujets-là, pour justement éviter toute interprétation de ma part, toute lecture de ma part. Après, sans critique, c'est pas une critique pour Combini ou qui que ce soit, mais il est important quand on va chercher des témoignages, de savoir qui témoigne, de faire le boulot, quoi. De faire le boulot, de savoir qui témoigne et d'aller vraiment travailler la parole avec la personne, de la faire parler et pas juste d'aller. Le risque, c'est toujours que ce soit la parole, une parole un peu croustillante, surtout sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut être très prudent. Tu veux poursuivre ?
Enfin, non, mais je suis d'accord avec elle, pardon. Oui, c'est vrai que c'est souvent des sujets un peu sensationnalistes. Enfin, en tout cas, des paroles, encore une fois, des paroles un peu exceptionnelles, qui sortent un peu de l'ordinaire, et qui vont s'intéresser à, j'en sais rien, une travailleuse du sexe ou une domina. Et je dis ça, on l'a fait aussi, hein. Mais c'est vrai que finalement, parler de choses assez simples, qui sont l'essence même de la sexualité, comme le plaisir, c'est des trucs dont on parle pas énormément, quoi. Et que c'est pas forcément ça qu'on entend comme témoignage face cam. Finalement, c'est plus des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ouais. Et Stéphanie, tu parlais des précautions qu'il fallait prendre aussi pour parler des sujets liés à la sexualité. On est très souvent cliché ou violent quand on aborde ces sujets. Enfin, en tout cas, on voit pas mal ça. Comment on fait pour éviter de reproduire les mêmes clichés? Comment on fait pour pas répéter les mêmes erreurs que par le passé? Vers qui est-ce qu'il faut se tourner? Comment on fait pour aborder les questions de sexualité de façon inclusive, respectueuse? Je pense que c'est vraiment lié à des personnalités. Par exemple, la cité d'Anne Savage, mais c'était vraiment assez vieux. Il y a Slutever de Vice, par exemple, qui a vachement... C'était une journaliste sexo, bisexuelle, je le précise, parce que je trouve que c'est important dans le sens où, justement, elle cassait un peu les codes de l'hétéronormativité, où elle apportait à la fois un point de vue de femmes qui couchent avec des femmes et femmes qui couchent avec des hommes. Et que, mine de rien, ça, c'était assez rare. Je trouve que c'est là-dessus qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est Enfin, en tout cas, Slutever, c'était hyper intéressant parce qu'elle était trash et à la fois intelligente, et que c'est une façon extrêmement moderne de parler de sexualité, je trouve. Et que c'était une femme forte, qui tranchait un peu avec ce qu'on peut voir beaucoup, de moins en moins le cas, mais un peu les journalistes sexos qui s'habillent en Chanel et qui donnent des conseils qui sont pas forcément d'une modernité folle, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment trouver en fait les personnes qui plaisent, qui te parlent. Tu vois, on est toutes les deux proches d'Olympe, de G. Une militante féministe qui a fait de la pornographie éthique. Oui. Et qui... Mais je pense que pareil, c'est difficile pour elle de parler de sexualité aujourd'hui parce qu'elle est confrontée à la censure. Je ne sais pas si vous êtes familier à ça, mais en gros, normalement, quand t'as, je sais pas combien, c'est très important le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Et par exemple, si on a 50 000 followers et qu'on fait des posts, et bien normalement, ils doivent être vus par à peu près 20 000 personnes, etc. Mais quand on parle de sexualité, ça réduit drastiquement. Donc on y revient encore effectivement, les gens qui vont prendre la parole de façon un tout petit peu différente vont être pénalisés. Mais pardon, parce que là, tout à l'heure, je voulais parler des couilles sur la table, par exemple, qui est un podcast extrêmement nécessaire. Un podcast n'a pas les mêmes problématiques. C'est un peu comme une newsletter. C'est un espace à part où en fait, ça existe sur le site de Binge, donc ce n'est pas victime de la censure des réseaux sociaux. Mais n'empêche qu'il faut quand même en faire la promotion et passer par les réseaux sociaux. Voilà. Après, pour revenir sur le travail en amont, donc pour justement aller chercher des témoignages, etc. En fait, il y a quelque chose d'un peu compliqué qui est justement, c'est des sujets à clic. On sait que c'est des sujets à clic, c'est-à-dire que si on les traite un peu sur un fil comme ça, un peu sans aller trop dans des extrêmes, et en même temps en ayant les bons mots-clés quelque part, c'est-à-dire parler de BDSM par exemple, parler de shibari, donc un érotisme via les cordes, enfin d'ailleurs pas forcément un érotisme, enfin un travail avec des cordes. Voilà, il y a des sujets comme ça, on sait que ça clique, on le sait, ça marche, à tous les coups ça marche. Il y a une honnêteté, il me semble, une honnêteté professionnelle, une honnêteté éthique qui est nécessaire.
comme dans tous les sujets en fait, mais qui, là, pour le coup, disons que c'est plus complexe sur ces sujets-là, enfin en tout cas on voit moins d'honnêteté éthique parce qu'on sait que ça va cliquer et on n'a pas besoin de s'emmerder en gros. Si on fait un papier vite fait sur le shibari en ayant comment dire, rencontré une maîtresse ou un maître shibari, on sait que ça va marcher. Pourquoi on va s'emmerder à se poser des questions éthiques? Or, moi, il me semble super important de justement de se poser la question de pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça vous amène, alors voilà, on va aller sur les pratiques, est-ce que c'est dangereux, pourquoi c'est pas dangereux, pourquoi c'est dangereux, quelles précautions vous prenez, etc. Ça c'est le b.a.-ba, ça c'est le minimum du minimum. Mais il me semble que c'est des portes d'entrée qui peuvent nous amener à réfléchir autrement, comme l'art en fait. Voilà, comme l'art. C'est des portes d'entrée, c'est-à-dire réfléchir, parler avec des tiers. Moi, c'est ce que ça m'apporte, en tout cas. C'est parler avec des tiers de leur sexualité, de leur rapport au plaisir, de leur rapport à leur sexualité, des ouvertures qu'ils ont pu trouver. C'est une manière de réfléchir à nos rapports entre nous et à nous-mêmes. Et ces questions, si on ne se les pose pas, alors, je ne dis pas que voilà, tout le monde doit se les poser, mais en tant que journaliste, il me semble que si on aborde ces questions-là, c'est vraiment, il faut y aller pour de vrai. Ouais, et pour en revenir aux jeunes, parce qu'effectivement, là, on parle de comptes Insta ou de journalistes, mais en fait, qui sont les consommateurs de ce genre de contenu? C'est des gens qui ont déjà une sexualité active, ce qui serait très important aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que l'école va prendre le relais avec cette nouvelle mise en place de cours d'éducation sexuelle qui vont vraiment être mis en place, a priori. C'est les jeunes, quoi. Quand on voit que un tiers des jeunes garçons pensent qu'ils ont un trop petit pénis et 30% ou 40% des gamins reproduisent des positions qu'ils ont vues dans du porno, c'est qu'il y a un gros défaut de... L'âge moyen du premier porno, c'est 9 ans. Moi, effectivement, j'ai regardé mon premier porno à 9 ans. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça a créé. Puis en plus, je pense qu'à mon époque, le porno il était moins violent que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et puis qu'il n'était pas... moi, je le regardais sur Canal, quand j'avais la chance d'avoir un pote qui avait Canal. mais que c'est un vrai truc de société, quoi. Je veux dire, pour faire des adultes qui fonctionnent et qui, justement, comprennent ce que c'est que le consentement, comprennent ce que c'est que le plaisir féminin... Surtout les jeunes garçons aussi, et les filles aussi, parce que des filles qui sont assez fortes, qui savent que avoir un rapport sexuel, c'est prendre du plaisir avant tout. C'est pour ça qu'on le fait, sauf si c'est pour avoir des enfants, mais plus vraiment dans les années 50, même si évidemment ça passe aussi par ça, mais je veux dire, c'est pas le première raison d'être d'un rapport sexuel. Donc voilà, je pense que l'éducation des gamins, elle est hyper importante. Et que je ne suis pas sûre que les jeunes de 15 ans s'informent sur des comptes Insta ou sur des comptes TikTok. Et d'ailleurs, justement, parce que TikTok est extrêmement prude, c'est un réseau social chinois, donc je pense que j'avoue que je ne consomme pas énormément, mais qu'il y a vachement de censure sur ça. Donc vraiment, la question, c'est aujourd'hui de savoir comment on peut éduquer les jeunes à être de meilleurs adultes et à être des adultes heureux dans leur sexualité, parce que être heureux dans sa sexualité, c'est quand même un truc vachement important pour être heureux tout court, quoi. On va peut-être finir là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On peut peut-être prendre un petit temps. Pardon, juste un truc. C'est pas une injonction à la sexualité. C'est-à-dire que voilà, on consommer ou pas consommer, en fait, c'est pas la question. Et ça, c'est vraiment aussi important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'injonctions à la sexualité, à la performance en sexualité et à la sexualité en général. Ne pas avoir de sexualité, c'est cool. Si ça vous va, c'est super bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a un micro quelque part qui circule? Et justement, on avait vu un rock spécial sexe de l'été. Et moi, j'étais un peu intéressée, parce que justement, j'étais assez jeune. Je me disais, tiens, est-ce que c'est intéressant de lire vraiment sur le sexe, finalement? Et il m'avait dit, comme si c'était un peu dangereux, qu'il fallait pas, le sexe, c'était pas quelque chose à intellectualiser, justement. Que c'était pas quelque chose qui devait être cérébral. Du coup, moi, je m'étais dit, ok, très bien, je l'avais reposé.
Et en fait, c'est resté avec moi ces paroles assez longtemps parce que je me suis demandé et je me demande toujours, en fait, de quoi on a peur quand on se dit ça, quand on se dit que si c'est pas cérébral, alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est instinctif, mais en fait non, ça c'est des choses qui s'apprennent. Et j'ai l'impression qu'on reste toujours un peu bloqué avec ça, avec la question justement du militantisme, de médias et de est-ce que ça reste à la chambre à coucher, c'est de quoi est-ce qu'on a peur et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en parler de manière cérébrale. Alors, la notion d'instinct, merci pour votre question. La notion d'instinct, elle reste forte effectivement. Elle est vraie, enfin elle existe, elle n'est pas vraie. elle existe sur la sexualité, sur le rapport à la sexualité. Elle existe aussi sur les injonctions qui sont faites au genre. C'est-à-dire une femme, c'est comme ci et comme ça. Instinctivement, on va être comme ci et comme ça. On va aussi, dans le rapport sexuel, il n'y a pas besoin d'en parler parce que paf, ça va se faire. Vous savez, c'est ces trucs dans les films où voilà, le couple s'est regardé longuement et profondément, et ceci permet que quand la porte se ferme, il se saute dessus. Alors ça, moi, c'est un truc spectaculaire dans le cinéma. Il se saute dessus, il se colle contre un mur et boum. Waouh. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, mais je trouve ça vraiment, enfin, c'est génial, quoi. C'est très, on a tous envie de faire ça, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on nous colle de l'instinct justement dans nos manières de faire. Il faudrait qu'on parle pas, par exemple, pendant l'acte sexuel, parce que ce serait instinctif, instinctivement on saurait, etc. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on nous met cette notion d'instinct un peu partout. Moi je pense que c'est tout simplement un peu comme il y avait dans les sex shops avant, qu'on a rebaptisé habilement d'un point de vue marketing Love Shop. Avant il y avait des rideaux rouges, et ben voilà, ce rideau, si on le passe, on est prié de laisser son cerveau à l'extérieur et de comment dire, de faire ce qu'on doit faire. Voilà, de toute façon, on nous l'a appris, donc ça va bien se passer. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu comme ça. Oui, et puis là, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est aussi la différence d'éducation. Je ne pense pas que ce soit la réalité, mais entre l'homme qui fonctionne à l'instinct et la femme ultra romantique qui aimerait qu'on lui offre des roses à chaque rapport sexuel. Et cette image qui a perduré vachement, enfin qui perdure toujours dans les films et les séries. Et c'est aussi pour ça qu'une série comme Sex Education est vraiment chouette, parce qu'on voit que le personnage principal, qui est un ado, un garçon, se questionne énormément sur sa sexualité, donc réfléchit et pense au sexe avec son cerveau avant tout. Et c'est voilà, et je pense que moi je suis pas ado mais ça m'a vachement touchée, cette série. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que c'est finalement encore très rare, et puis en plus il y a sa mère qui est sexologue derrière. Enfin voilà, je trouve que ça te montre que le sexe n'est pas que instinctif, et je trouve ça très bien que des ados aient accès à une série comme ça aujourd'hui. Ça arrive un peu tard, mais c'est vrai que je me dis putain, j'aurais bien aimé grandir avec ça, quoi. Avec des couples homosexuels, des couples lesbiens, dans une série ultra mainstream. Et avec des ratés. Avec, justement, malgré la réflexion, malgré... voilà, il y a des ratés, mais comment dire, la réflexion, finalement, amène tous ces personnages, si on veut rester sur la série, à aller vers eux-mêmes. C'est eux et elles-mêmes. C'est ce qui se passe dans la série, c'est qu'ils se rapprochent de qui ils sont, finalement, au travers de leur recherche du plaisir. Ouais, et puis c'est des personnages complexes et sensibles, et effectivement, qui foirent des trucs, quoi. Qui foirent leur rapport aussi, quoi, qui ne sont pas dans la performance. Bonjour, et déjà merci beaucoup pour cette conférence qui était particulièrement intéressante. Vous avez parlé de Sex Education, et moi je voudrais faire un autre pont avec la culture, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment, en fait, qu'il y a encore ce prisme genré où un homme qui parle de sexe, ça peut aller, et même parfois de manière très trash. Et j'ai un exemple qui me vient, qui est venu récemment, où le rappeur Jossman fait des textes qui sont parfois extrêmement crus, et il est adulé pour ça, et les gens viennent hurler ses paroles en concert. Et récemment, il y a la rappeuse Kay de Prodigy qui s'est pris une véritable vague de haine parce qu'elle était trop crue dans ses textes.
sachant que c'est une rappeuse hétéro qui fait des textes hétéros. Et il y a eu un peu la même chose où on a fait comprendre à l'autre rappeuse, Lala Nice, qui elle est lesbienne, qu'il ne faudrait pas qu'elle parle trop de sexe dans ses textes, qu'elle ne fasse pas trop de références crues. Et en fait, moi, je trouve ces discussions hyper intéressantes, mais en fait, je me dis, quand il y a encore d'autres produits culturels qui sont encore extrêmement genrés, qui sont encore l'homme peut parler de sexe, mais alors les femmes ont sauté, la sexualité est inexistante en fait chez les femmes. En fait, je me demande de manière un peu pessimiste si le combat il n'est pas un peu perdu d'avance quand, comme vous le disiez, il n'y a que des personnes qui sont déjà intéressées par ces sujets-là qui vont venir se poser ces questions-là. Parce que je trouve que surtout ce qui est triste dans ce constat, c'est que tu vois que les premières femmes à avoir parlé de cul, c'est des... Par exemple, il y a une chanteuse de funk qui s'appelait Millie Jackson, qui s'appelait la Queen Bitch dans les années 70, et qui avait pour spécialité de se taper des hommes mariés, mais donc qui parlait de... Par ailleurs, sa musique est merveilleuse, mais qui parlait de cul de façon très trash. Bon, alors à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si elle se faisait shamer, mais par exemple, Lil' Kim, qui est une des premières rappeuses à avoir parlé de cul, bah, elle a complètement disparu d'ailleurs. Donc voilà, ça existe depuis toujours, et c'est vrai que c'est... Bah, tu vois, Lisa Monet, je ne sais pas si qui, pareil, a vachement souffert. Moi, je l'avais interviewée à un moment, qui est trop mignonne par ailleurs, enfin qui du coup se donne cette image de femme croqueuse d'hommes et tout, et c'est super, quelle force, enfin c'est vraiment des femmes qui ont pas des couilles du coup, mais mais qui sont vraiment badass quoi, qui d'oser parler de ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est fou qu'on soit au même stade que les années 70, malheureusement, ou 2000, ou 90, où les femmes se faisaient shamer pour ça et traiter de putes. Et que bah, toi, tu le ressens aussi. Moi, je dis, moi, pas moi, parce que moi, je suis cachée, enfin, je cite même pas des trucs, donc non, mais ça m'arrange très bien. Mais c'est vrai que toi aussi, tu le dis, que le fait de parler de cul, même si t'es journaliste, t'es chelou, quoi. T'es un peu un fric. Il y a toujours un peu cet imaginaire-là. Ouais, il y a toujours, en tant que journaliste, on est très très clairement blacklisté. Hein. Mais pour vous répondre sur l'aspect artistique, enfin, je veux dire. Voilà, plus largement sur l'époque qu'on est en train de vivre. Moi, je pense qu'on est en train de vivre vraiment... Enfin, je pense... je ne suis pas la seule. Mais on est en train de vivre une vague, enfin, une vague qui... Enfin, vous voyez, comme les vagues, parfois, elles sont comme ça, et puis... Elles se dispersent un peu, et je vous apprendrai rien qu'on est aussi dans une montée des extrêmes, et que ça va pas être la fiesta dans les semaines et les mois qui viennent, et que en fait tout ça crée des rapports de force qui sont très forts, et que certainement dans des lieux comme ça artistiques très genrés, c'est peut-être plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça bouge pas, parce que justement il y a des meufs qui en ont, et qu'il y a des mecs qui aussi accueillent, hein. Je veux dire, ça existe aussi. Si on va, je pensais à la BD par exemple. En BD, il y a énormément de meufs, enfin beaucoup plus qu'il y en a eu, ça c'est certain, et surtout il y a justement des femmes qui parlent de l'intime. Il y a beaucoup de BD qui sont autour de l'intime. Enfin, j'imagine que vous en avez vu, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, il y a une culture, il y a une pop culture, une culture populaire qui existe et qui porte ces valeurs-là, et qui les porte maintenant depuis quand même un petit moment, quoi. Ça existe et c'est plutôt croissant. Donc, je pense, enfin, moi, perso, je suis pas d'une nature ultra optimiste en général, mais là-dessus, je pense que ça va. C'est-à-dire que ça va, tu penses que ça va évoluer dans le bon sens de les femmes je pense plus que prendre la parole. Ouais, je pense que ça évolue dans le bon sens globalement, en France en tout cas, qu'on est plutôt dans un mouvement, voilà, même s'il faut combattre, il n'y a rien de gagné, hein, enfin on le sait, et qu'il y a des backlash et tout ça, mais qu'on est plutôt les femmes, enfin que la parole va vers plus d'égalité, et que les sujets de l'intime prennent une place petit à petit, voilà, qui sont existants.
Et puis pour reparler de ta question sur les rappeuses, de toute façon, de manière générale, les femmes se font plus harceler dès qu'elles prennent la parole publiquement. Donc, que ce soit des femmes politiques, des rappeuses ou des actrices. Enfin, je veux dire, il y a quand même le mouvement masculiniste, malheureusement, c'est pas une invention et que les vagues de harcèlement touchent principalement les femmes. Donc, surtout, effectivement, si elles parlent de cul ou d'ailleurs de politique. Il y a une question au 3e rang, au milieu. Bonjour. Moi, je me posais la question de est-ce que vous avez l'impression que l'extrême droite, justement, se saisit du sujet de la sexualité, ou est-ce que ça reste en dehors et comment elle traite de cette question-là? Et est-ce que vous estimez avoir une espèce de rôle à jouer pour venir contrer aussi des discours que vous pouvez estimer en dehors de vos valeurs ou quoi, et voilà, comment l'extrême droite parle de sexualité? Alors, je ne sais pas si l'extrême droite parle de sexualité, je ne pense pas, malheureusement. Mais par contre, veut interdire les autres d'en parler. Ça, c'est clairement la vérité. Par exemple, je reparlais des cours d'éducation sexuelle qui vont avoir lieu dès septembre. Évidemment, des associations de droite et d'extrême droite ont réagi, s'opposent à ça. Alors que quand même, l'objectif, c'est aussi que les gamins arrêtent d'avoir la gonorrhée. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que je vois pas quels parents pourraient être non, j'aimerais bien que mon enfant ait la syphilis. Enfin, c'est quand même fou. Il y a un bouquin qui est sorti, tu sais, une BD, Mon petit pote, qui a été... C'est une BD qui parle de sexualité adolescente, qui a l'air absolument tout ce qu'il y a de plus bienveillant, enfin, je veux dire, qui vise à éduquer les ados. Enfin, je veux dire, c'est vrai que moi, j'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, je préférais qu'ils s'éduquent qu'une BD que sur un porno gonzo, quoi. Enfin, et la BD a été interdite par Darmanin, sous pression de l'extrême droite. Ouais, en 2023. Alors, pas exactement interdite à la vente aux ados. Alors que justement c'était une initiative qui veillait à prendre le relais a priori justement du porno, quoi. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois comment on éduque nos ados. Je pense qu'il y a un truc assez traumatisant à regarder un film porno à 9 ans. Enfin, toi aussi, je suis sûre que tu avais 9 ans quand tu as regardé ton premier porno. Ouais, même moins. Enfin, mais peut-être juste pour préciser, comment les médias d'extrême droite traitent de la question de la sexualité? Alors, à ma connaissance, c'est pas un sujet je suis pas spécialiste de l'extrême droite, mais à ma connaissance, ils ne traitent pas des questions de sexualité en particulier, mais ils traitent des questions de l'intime, c'est-à-dire des injonctions. Ils font passer des valeurs sur ce que doit faire un homme et une femme. Il y a justement ce voile pudique qui va être posé sur... on ne parle pas de ces choses-là, le fameux ces choses-là, quoi que ce soit d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui se passe entre un homme et une femme ne devrait pas être... entre un homme et une femme, je prends cet exemple-là en particulier parce que c'est leur credo, parce qu'il n'y aurait pas d'autre sexualité qu'entre hommes et femmes. Mais donc ce qui se passe derrière dans une chambre ne devrait pas être discuté. Ça, c'est globalement ce qu'on comprend des prises de parole d'extrême droite. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que là récemment, il y a des comptes de femmes d'extrême droite qui sont très très offensifs sur justement ce que devrait faire une femme. Et qui sont vraiment sur des valeurs des années 50. Tu parlais des années 50, c'est vraiment les années 50, c'est-à-dire que retour aux valeurs de faire à manger, de s'occuper du foyer, etc. D'être jolie. Le fait d'être jolie, c'est quelque chose de très important, qu'une femme se doit d'être pimpante. Enfin, je ne vous le fais pas, vous connaissez tous ces trucs-là. Et ce qui est justement intéressant, intéressant.
tout cas, pour moi, ce que je retiens, c'est que justement, on ne va pas au-delà de ça. On ne va pas parler des questions d'intimité parce que ça va de soi. On sait comment ça marche, on sait ce que doit faire. D'abord que la sexualité, c'est une sexualité hétérosexuelle. Il n'y a pas de question là-dessus. Et donc là, je redis quand même, je parle des valeurs d'extrême droite, d'accord. Et donc c'est hétéronormatif et qu'il n'y a pas de question en fait. Il n'y a pas de question sur je sais pas, j'ai mal pendant le rapport, est-ce que c'est normal, je ne prends pas de plaisir, je ne sais pas ce que c'est qu'un orgasme, est-ce que c'est normal, etc. Ces questions-là ne se posent pas, ne doivent pas se poser dans cet univers-là. Voilà, moi c'est ce que je comprends des valeurs poussées par l'extrême droite. Oui, en tout cas, il n'y a pas de rubrique sexo dans Valeurs actuelles, quoi. Non. On parlait un petit peu de TikTok aussi tout à l'heure, mais ça, c'est des contenus que j'ai l'impression de beaucoup retrouver sur TikTok aussi. Tu vois, tous les trucs de tradwife. Ah oui, c'est la grande mode, ouais. Ah ouais, je ne sais pas si tu as un peu regardé des vidéos, mais il y a des... C'est le retour de la tradwife. Il y a pas mal, notamment aux États-Unis. Je ne sais pas trop si c'est encore déjà arrivé en France. C'est des nanas qui se filment, enfin qui ont des comptes dédiés au retour des valeurs traditionnelles et des femmes qui effectivement donc elles se filment. Je me rappelle de tomber sur une vidéo. Donc le mec est à table, donc elle le sert, elle s'occupe des gamins. Le mec ne bouge pas. Et t'imagines que le soir, elle lui fait plaisir et ça dure une seconde et hop, le mec a joui et il s'endorme. Et que c'est vraiment... Et elles sont fières de raconter ce mode de vie-là, quoi. C'est vraiment une fierté et c'est assez inquiétant. Mais c'est vrai que c'est beaucoup sur TikTok, ouais, aussi sur Insta, mais beaucoup sur TikTok, ouais. On ne se demande pas si les mots vont être masqués, tout va bien. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour. Oula, c'est terrible ça. Moi, j'avais une question sur le fait que est-ce que pour vous c'est un cas spécifique, enfin, à quel point est-ce que c'est un cas spécifique français ou non, parce qu'il me semble qu'il y a aussi un... Alors, faut éviter le côté pot pourri aussi, ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, mais le côté... est-ce qu'il n'y a pas des difficultés globalement avec la parole sur l'intimité? Je pense notamment aux disciplines de psychologie. La psychologie maintenant c'est davantage un lieu commun, mais la sexologie par exemple est une discipline ultra récente. Voilà, c'est un peu quels sont vos retours là-dessus ou non? Je suis pas sûre d'avoir... Qu'est-ce que tu voulais dire? Quelle était la question précise? En fait, je pense qu'il y en avait deux. Okay. Je pense qu'il y avait. Est-ce que c'est un cas spécifique français, le côté difficulté à avoir une parole de l'intime, ou est-ce que non? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas un sujet avec le fait que il y a la discipline très récente de la sexologie qui ne permet pas de un peu démocratiser aussi ces sujets, parce que ça reste lors du tabou de fait, quoi. Alors. Pardon. Moi, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais je trouve que justement, oui, très clairement, dans les médias, en tout cas, dans les médias, il y avait vraiment une parole beaucoup plus libre dans les médias anglo-saxons. Bon, je connais surtout les médias américains. Par exemple, un magazine comme Vice, qui à la fois allait parler du conflit en Afghanistan, faire un reportage de fond là-dessus, et derrière... parler de sexualité. Moi, je me rappelle d'avoir lu des articles. Alors, il y avait un petit ton qui me dérangeait un petit peu parce que tu sentais que c'était quand même un peu un boys club, même s'ils faisaient écrire des journalistes féminines. Et je me rappelle d'articles de m'être dit, putain, pardon, c'est fou. Ça m'a vachement inspirée. En fait, je me suis dit que de pouvoir parler de tous ces sujets, de pouvoir parler que des femmes s'expriment sur la sexualité d'une façon extrêmement libre et crue, peut-être un peu trop des fois parce que ça faisait vraiment genre je suis provoque pour être provoque, mais ça c'était impossible de le voir dans les magazines en France, quoi. Ouais, même encore maintenant. C'est vrai que tu vois ce qui se fait sur les réseaux, etc.
Ben, peut-être que c'est à cause de la censure, mais c'est vrai que ça reste très info, données. Il n'y a pas une grande folie, une grande liberté. Il n'y a, a pas de liberté. D'ailleurs, tout à l'heure, moi, je vous ai dit que je restais très, très info, très journalistique classique, parce que c'est le meilleur moyen que j'ai de me protéger. Après, pour vous répondre, est-ce que c'est très français ? Moi, je pense que chaque société évolue, en fait, avec justement, avec ces questions de société et si le rapport aux sexualités et à l'intime est une question justement de soi et de soi avec l'autre, c'est aussi une question de société, sinon on ne serait pas là pour en parler. Et donc, on a un rapport comme ça, on évolue avec ces questionnements, enfin ces questions se posent maintenant. Et probablement que dans des pays, alors je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, mais probablement que dans des pays où la religion est prédominante, nécessairement les questions ne vont pas se poser de la même manière, vont moins se poser. Peut-être moins se poser en tout cas en public. L'autre fois, je parlais avec une personne qui vient d'Iran, un auteur iranien. Et justement, moi, je suis pleine d'a priori, comme nous tous et nous toutes. Et il me dit non, mais pas du tout. Effectivement, il y a des histoires de religion, mais il y a aussi beaucoup de questionnements, mais plus entre soi, c'est-à-dire dans les gens, particulièrement les jeunes personnes, entre soi, se posent des questions, s'interrogent, ont des questions de fond comme ça sur les questions de l'intime. Donc, je crois que c'est vraiment propre à chaque société. C'est vraiment en lien avec le moment qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. J'avais peut-être une question pour poursuivre là-dessus, Anaïs. Est-ce qu'il y a une différence de ligne édito entre Urbania au Canada et en France sur les sujets liés à la sexualité ? Est-ce qu'on aborde les choses de la même façon ou pas ? Déjà, j'ai un peu l'impression que la ligne édito du Canada... Alors, j'avoue que j'ai découvert très tard, quand j'ai commencé à travailler pour eux, donc... ne leur dites pas, mais je trouve que de ce que j'ai vu, parce que je me suis quand même documentée un tout petit peu, évidemment, c'était une sexualité sociétale. C'est-à-dire qu'ils ont mis, je ne sais plus en quelle année, 2 lesbiennes, un couple de lesbiennes, dont une enceinte en couple, 2 femmes en couple qui allaient avoir un enfant. Donc, plus que de la sexualité... Enfin, en fait, c'est ça, parce qu'il y a la société, il y a la sexualité conseil, et il y a la sexualité sociétale, dans le sens où le sexe traverse, encore une fois, tous les pans de notre société. Donc ça, ils en parlent. Je pense que voilà, le sexe est partout. La différence avec Urbania France, déjà, nous, on est plus politique. Forcément, la situation en France est un tout petit peu plus complexe qu'au Canada. Donc en fait, on est devenu assez politique. D'ailleurs, on nous considère comme un magazine militant, ce qui est faux, puisqu'on est affilié à aucun parti. Mais c'est sûr qu'on est politique, on milite pour des valeurs d'égalité entre les sexes, d'antiracisme, etc. Et je pense que d'une certaine façon, le fait d'être politique nous a un tout petit peu éloignés des sujets de sexualité, comme si on avait dû un peu choisir un camp, entre guillemets. Mais évidemment, on va parler quand même de sexualité à travers un prisme politique sur les violences aux personnes queer, etc. Après, voilà, on n'est pas un magazine de conseils sexuaux et on n'a pas de chroniqueurs sexos. Et c'est vrai que quand on a par exemple travaillé avec Olympe de G, avec qui Stéphanie a coécrit un bouquin autour des questions de sexualité, mais t'en parleras tout à l'heure. Et là, on a préféré faire un podcast sur le chagrin d'amour, même si la spécialité d'Olympe, c'est plutôt la sexualité. Qui est chouette, ouais. Je vous le conseille. Il est très beau. Et c'est vrai que, voilà, plus facile de parler de chagrin d'amour que de cul, quoi.
Je vois que l'heure tourne. Ça va être la fin de cette table ronde. Merci à vous d'avoir été présents. Merci Anaïs Carayon, merci Stéphanie Estourné. Merci. On va poursuivre la discussion pour celles et ceux qui le souhaitent à l'espace village juste au-dessus, où on va pouvoir discuter avec Stéphanie Estourné justement autour de son livre Sex Talk. Donc on espère vous y voir nombreux et nombreuses. Et pour la suite du programme, alors je ne sais pas si Pénélope peut peut-être nous éclairer là-dessus.